Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi 29 septembre, on est à un peu moins d'un mois de l'Ironman 73 de Turquie. Comme je le disais sur la vidéo à propos de l'entraînement fondamental, l'idéal pour progresser c'est 1. de ne pas se blesser et de 2. réussir à assurer assez de récupération entre chaque séance intense. Aujourd'hui, je vais simplement vous présenter mes routines qui me permettent 1. de minimiser le risque de blessure et de 2. qui me permettent de récupérer un petit peu plus vite. C'est parti! Donc sur tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le but c'est que je vous montre vraiment les choses telles que je les fais. Parce que le but c'est aussi de comprendre que l'entraînement, il y a ce qu'on doit faire de manière optimale et il y a ce qu'on arrive à faire dans la réalité. Donc c'est parti, là je vais vous montrer tous les étirements que je fais au quotidien. Il va y avoir les étirements du bas du corps et il va y avoir les étirements du haut du corps. Je vais pas vous mentir que autant les étirements du bas du corps je les exécute assez régulièrement, autant les étirements du haut du corps je les fais très rarement. Je les ai beaucoup fait au tout début quand j'ai débuté en natation parce que j'avais beaucoup de restrictions au niveau mobilité. Maintenant que ça va un petit peu mieux, c'est vrai que je fais très souvent l'impasse. Pour tout ce qui est étirement et automassage, je respecte qu'une seule règle. Je me dédie pas de séance d'étirement parce que justement on jongle déjà avec 3 sports, ça prend déjà assez de temps comme ça. Donc j'ai pas le temps dans ma semaine de me faire des séances d'étirement. Par contre, dans mon quotidien, j'incorpore des étirements de façon très régulière dans des endroits très différents, vous allez voir. L'idéal, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de comptabiliser à peu près 1 minute 30, 2 minutes d'étirement sur chaque muscle à chaque fois que je les étire. 1 minute 30, c'est pas forcément très long, mais étant donné qu'ils sont vraiment intégrés dans mon quotidien, j'ai la chance de pouvoir les faire 2-3 fois dans la journée assez facilement. Alors on va commencer avec les mollets. Pour ça, on va dans ma salle de bain. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est réalité. Pour les mollets, c'est assez simple. Je me les étire sous la douche. Je me mets dans cette position et j'essaie de créer l'angle le plus petit entre mon pied et mon tibia. Je fais 30 secondes les deux pieds en même temps. Ensuite, j'enlève un et je mets un peu plus de pression sur un mollet, 30 secondes. Ensuite, un peu plus de pression sur l'autre, 30 secondes aussi. Et je refais en général les deux 30 secondes. Une information importante que j'ai pas donnée tout à l'heure, j'essaye d'éloigner les étirements le plus possible de mes séances. Le temps de laisser à mes muscles le temps de refroidir, le temps de laisser un peu aux hormones le temps de redescendre aussi. Simplement parce que si on veut assouplir les tissus, il faut faire les étirements à froid et s'étirer intensément, fort, comme c'est le cas ici juste après une séance. À part augmenter les traumatismes au niveau des tendons et des muscles, ça va pas faire grand chose. Sinon, sous la douche, moi je ne fais que les mollets parce que les autres muscles, je les étire à d'autres moments de la journée. Mais vous pouvez étirer les quadriceps, les ischios, vous pouvez même faire des mobilisations au niveau des bras. Franchement, faites-vous plaisir. Bon, juste restez pas 30 minutes sous la douche, mais voilà, vous pouvez faire plein de choses. Un autre endroit où je passe énormément de temps, c'est assis sur ma chaise devant mon PC, donc j'en profite aussi pour faire quelques étirements. En général, voilà, quand on a une activité un peu passive sur l'ordinateur, du style regarder une vidéo comme vous êtes en train de le faire maintenant, vous pouvez vous étirer. Les étirements que je fais principalement devant mon ordinateur, c'est au niveau des ischios, au niveau des fessiers, et c'est un massage de la voûte plantaire. On va commencer avec la balle. Le but, c'est juste de faire rouler la balle sous la plante du pied. Alors évidemment, on ne fait pas ça à toute vitesse, c'est pas le but, on prend son temps. Pour tous ceux qui ont un travail de foulée, médio-pied ou pointe de pied, les contraintes, au lieu de se retrouver au niveau des articulations, elles vont être encaissées de manière un peu plus active au niveau des muscles et des tendons. Donc c'est pour ça que je fais des petits massages. Le deuxième étirement que je fais sur ma chaise de bureau, ça va être au niveau du fessier. Ça, c'est un étirement extrêmement important pour moi. J'ai très souvent des petites douleurs au niveau du nerf sciatique. Donc simplement, on vient croiser une jambe par-dessus l'autre. Le but, ça va pas être de venir descendre le genou, ça va être de légèrement le tirer vers nous. Et le but, une fois qu'on est ici, vous allez avoir tendance souvent à arrondir le bas du dos, bien au contraire. Ce que je veux, c'est que vous fassiez une antéversion du bassin. C'est ça qui va venir créer l'étirement. Dernier étirement que je fais devant mon ordinateur, ça va être un étirement au niveau des ischios. Donc évidemment, quand on regarde une vidéo, on peut la regarder assise, mais on peut aussi très bien la regarder debout. On vient tout simplement poser son talon à hauteur. On vient très légèrement fléchir le genou. Si je suis très raide, normalement, ça peut déjà m'étirer. Et si c'est pas le cas, je me penche vers l'avant, mais c'est pas que mon dos qui penche, c'est bien mon bassin qui bascule vers l'avant. Et là, l'étirement, il est créé. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité sur cet étirement-là, on vient simplement fléchir la jambe, bien basculer le bassin vers l'avant. Et là, à ce moment-là, c'est le genou que je vais venir tendre, sans bouger la position de mon bassin. Comme il y a des faisceaux, des ischios qui sont biarticulaires, mobilisés à la fois au niveau du genou et à la fois au niveau des hanches, ça ne provoque pas exactement le même étirement. Je vais juste vous montrer les mobilisations que j'ai fait pour progresser en natation au niveau des membres supérieurs. J'utilise une Swiss Ball, vous pouvez aussi très bien utiliser un canapé, une chaise, un tabouret. J'avais 4 étirements différents. Le premier, simplement, c'est comme un départ plongeon. Donc, le but, c'est de venir pousser le torse vers le bas. Seulement, quand je pousse le torse, le but de mes mains, c'est de venir se grandir le plus possible.
La deuxième variante de celui-là, c'est de le faire à une seule main. Je fais exactement la même chose, seulement une fois que l'épaule est engagée et la main est tirée, cette fois-ci je crée une légère rotation au niveau du buste. Pour le deuxième étirement, je viens simplement placer ma main au niveau de la balle, je viens avancer mon épaule et ensuite je crée une rotation. Donc c'est bien le mouvement de la cage thoracique qui vient créer l'étirement au niveau grand pectoral, épaule. Si vous avez le biceps un peu tendu, si vous tendez le bras, vous pouvez même le sentir s'étirer. Et le troisième, pour étirer un peu plus spécifiquement l'avant de l'épaule, parce que j'étais extrêmement raide, simplement je venais mettre mon bras sur le ballon en arrière, et là à ce moment-là, une fois que je suis ici, je viens engager mon épaule vers l'avant. Le dernier étirement que je faisais, c'est pour venir étirer au niveau du triceps. On se tient droit, on vient placer son coude au niveau de sa tête, et le but après c'est de venir fléchir son bras. Alors il y a quelque chose dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, mais pour le coup je vais le parler sur cet étirement là. J'ai un problème de mobilité, mais je pense osseux au niveau de mon épaule droite, ce qui fait que moi quand je fais cet étirement là, ça me fait mal. Donc pour pouvoir me permettre de l'étirer sans me faire mal, simplement je viens utiliser un élastique pour cet étirement au niveau de l'épaule avec la tractation. Donc je viens bien placer l'élastique bien au niveau de l'épaule, je viens créer l'étirement tout en restant bien droit, et seulement cette fois-ci je viens mettre une contrainte. Donc le but c'est pas de résister justement, c'est le fait que là l'épaule elle est engagée, et là ça va permettre de désengager l'épaule. Personnellement c'est juste ce qu'il me faut pour éviter de me faire mal. Les étirements tractés, de toute manière, que ce soit au niveau des hanches, que ce soit au niveau des épaules, c'est vrai que c'est super. J'en fais de temps en temps, mais ça fait vraiment pas partie de ma routine, c'est vraiment pas le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Allez, dernier étirement dans mon salon, après je vous jure on passe à la suite. Au niveau du psoas, on vient basculer vers l'avant. Mon but, c'est pas de venir m'affaler sur la jambe avant, sinon mon psoas il va pas du tout s'étirer, bien au contraire, mon but c'est de venir me reculer le plus possible. Par contre quand je me recule, je viens faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que je le bascule vers l'arrière, et à ce moment-là, l'étirement il commence à devenir intéressant au niveau de la hanche et au niveau du psoas. Allez, c'est fini, on passe maintenant aux étirements que je fais dans mon lit. Donc quand on est allongé, évidemment, on peut revenir faire tous les étirements qu'on a vus précédemment. On peut venir étirer les fessiers, on peut très bien aussi venir étirer ses adducteurs, ce que je ne fais pas non plus. Mais moi l'étirement que je fais, simplement, je viens étirer les quadriceps. Donc pour ce faire, je viens attraper un pied, mon genou, je viens le pousser dans cette direction-là. Donc je viens vraiment essayer de me grandir le plus possible. Et comme vous avez vu, le fait de tirer la jambe, la hanche, elle va venir s'écraser contre le lit. Vous allez voir que là, l'étirement, il va être vraiment intéressant. Donc j'ai fini avec tout ce qui était étirement. J'aurais pu rajouter tout ce qui est automassage avec un rouleau. Seulement, je ne le fais que très rarement. Le truc, c'est que pour ce projet, j'ai décidé de me faire suivre par un kiné. Donc j'ai rendez-vous avec lui une fois par semaine. Et c'est lui qui se charge de... Donc le rouleau, il fait plus partie de ma routine. Par contre, profitons d'être dans ce cadre pour parler d'un autre sujet par rapport à la récupération, le sommeil. Alors si j'ai une seule chose à dire par rapport au sommeil vis-à-vis de la récupération, c'est simplement que c'est l'un des outils les plus puissants. Sans un sommeil de qualité, quoi qu'il arrive sur le moyen et long terme, vous ne progresserez pas et vous multipliez énormément vos chances de blessure. Donc le sommeil, en fait c'est plein de cycles mis les uns à la suite des autres. En général, un cycle en moyenne il va durer 1h30, mais il peut très bien durer 1h10 chez certaines personnes. C'est pour ça en général qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup moins dormir que d'autres, et il peut monter à 1h45, 1h50. Ces cycles, c'est très simple, on passe d'un stade d'éveil à un sommeil de plus en plus profond. Ensuite, on va atteindre un stade qui s'appelle le sommeil paradoxal, qui va être extrêmement important, parce que c'est là où en fait au niveau hormonal et au niveau récupération, énormément de choses vont se passer. Donc si en fait vous avez des micro-réveils à cause de par exemple un lit qui grince ou un bébé qui pleure ou j'en sais rien, en fait ce stade-là vous n'allez jamais y rester très longtemps, vous allez aller dans un stade de plus en plus profond, et si à chaque fois vous vous réveillez, vous recommencez de zéro sans jamais vraiment atteindre ce stade. Donc si vous avez des micro-réveils, vous avez du mal à dormir, vous avez des insomnies, votre récupération, vous avez beau vous étirer, vous masser, faire tout ce qu'il faut, elle va être fortement compromise. Donc un sommeil de qualité, c'est un sommeil qui va être sans interruption. Et même si on dit qu'en général, il faut essayer de dormir un minimum de 7-8 heures, en tant que sportif, si vous pouvez dormir plutôt 9 heures, faites-le. Alors je sais que c'est pas simple, je sais que 9 heures de sommeil c'est très compliqué à avoir quand on a une vie à côté. J'ai très rarement 9 heures de sommeil, donc ce que je fais simplement, une sieste. Par contre je parle pas de la petite sieste de 20 minutes pour se rafraîchir les idées etc, non pas du tout. Je parle de la sieste donc qui dure un cycle complet. En général j'ai même pas besoin de mettre de réveil, parce que comme à la fin du cycle on revient à une phase éveillée, je me réveille tout seul. Par contre ça dure très souvent 1h40, 1h45. Et justement avoir un cycle complet, contrairement à seulement les 20 premières minutes, ça nous permet de rentrer dans ce sommeil paradoxal et de venir agir sur cette récupération.
Et en parlant du sommeil, ça tombe très très bien parce qu'on va pouvoir enchaîner avec un autre sujet, on pourrait presque croire que c'est fait exprès. On va parler avec du stress qui est engendré au quotidien. Donc le stress au quotidien, ça peut être dû à notre environnement, à notre travail, aux personnes qui nous entourent. Le problème de ce stress, c'est que ça va agir au niveau de notre sommeil. Justement, on va dormir beaucoup moins bien, on va être très préoccupé, donc le sommeil ne sera pas de qualité. Ça va agir au niveau de nos hormones. Alors ça peut avoir plusieurs effets, ça peut avoir des effets pro-inflammatoires. Donc si on commence à avoir des petites tendinites, etc., ça peut être une des raisons. En fonction des hormones qui vont être déréglées, c'est vrai qu'on peut avoir de très très grosses fatigues. Donc qui dit fatigué dit que les entraînements, on peut peut-être pas les pousser aussi fort qu'on voudrait les pousser. Ça peut agir aussi sur notre alimentation. Forcément, quand on est contrarié, quand on est stressé, certains peuvent avoir un petit penchant mangeur émotionnel et donc vont avoir une alimentation de bien moins bonne qualité. Donc voilà, moi mon but c'est juste d'éveiller votre conscience par rapport aux petits facteurs qu'il y a dans votre quotidien qui peuvent vous permettre de récupérer le plus vite possible. Donc si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être très très stressé, je sais pas, prenez une consultation chez des gens qui s'occupent de ça. Par contre, là où je vais pouvoir vous renseigner, c'est sur votre alimentation. Par rapport à l'alimentation, il va falloir faire attention à deux choses pour bien récupérer. Il va falloir faire attention à la qualité de ce qu'on mange et au timing de nos repas. Je vais commencer par le timing des repas, particulièrement à tout ce qu'on doit manger pendant et après l'entraînement. Directement après l'entraînement, ce que je vous conseillerais, c'est de pouvoir avoir accès à une source de glucides, par exemple un fruit, pour commencer à augmenter la glycémie dans le sang et pouvoir commencer à produire un petit peu d'insuline. En parallèle de cette source de glucides, évidemment, je vous conseille de boire. Je vous conseille aussi de boire pendant l'entraînement d'ailleurs. Éviter la déshydratation, c'est aussi l'une des choses qui va nous permettre de récupérer beaucoup plus vite. En plus de ça, les glucides pour rentrer dans les muscles, donc pour recharger les stocks de glycogène, ils ont besoin d'eau. Et une information que je vous avais déjà donnée quand j'avais fait la boisson isotonique pour le semi-marathon, j'avais rajouté du sel dedans parce que pour que les glucides soient assimilés au niveau des intestins, il faut du sodium, donc présent dans le sel. Donc si je récapitule, après un entraînement, ce que je vous conseillerais, c'est avoir une source de glucides, boire beaucoup et avoir une source de sodium. Certains vont peut-être me parler aussi de sources de protéines autour de l'entraînement. Pour un sport d'endurance, on peut largement s'en passer. Le corps, il possède une réserve d'acides aminés et normalement, si votre nutrition correspond à vos besoins en protéines dans la journée, pour un sportif d'endurance, c'est environ 1,4 g par kilo de poids de corps. Vous n'avez pas besoin de faire attention au timing pour les protéines. On va passer au deuxième aspect important pour la récupération, qui est la qualité de ce que vous mangez. Une notion qui est importante d'avoir, c'est que certains aliments vont être acides, pendant que d'autres vont être basiques. Avoir un excès d'acidité dans le corps, ça peut provoquer plusieurs désordres, dont les plus connus pour nous, des tendinopathies ou des douleurs articulaires. Il faut savoir que déjà de base, l'entraînement, c'est très acidifiant. Comme je l'ai dit juste avant, le stress, ça peut être acidifiant aussi. Et une mauvaise alimentation, c'est aussi acidifiant. Alors que justement, en tant que sportif, le rôle de l'alimentation, ça serait d'essayer de rééquilibrer cette balance entre acide et base. Alors des aliments acides, évidemment, le monde est très mal fait, il y en a beaucoup. Tout ce qui va être glucides en général, tout ce qui va être protéines animales. Le problème déjà, c'est que ces deux choses-là, en tant que sportif, on en mange en très grande quantité, surtout des glucides pour l'endurance. Donc ça, on peut pas y échapper. Ensuite, tout ce qui va être acide, évidemment, ça va être tout ce qui va être produits transformés, soda, fast-food, plats cuisinés, et je vous en passe. Donc là, vous allez vous dire que c'est un enfer et qu'on peut pas lutter contre cette acidité. Et si on peut, avec une chose simple, qui sont les légumes et les fruits, là, forcément, je vais en décevoir certains qui, comme moi, ne sont pas des grands fans de légumes. Mais dites-vous bien que les légumes, en plus de tous les apports en vitamines, en minéraux, en antioxydants, c'est l'une des seules choses qui va permettre de lutter activement contre l'acidité du corps. Il existe aussi des eaux alcalinisantes. Pour avoir testé, bon, on va pas se mentir, hein, c'est dégueu, mais cette solution en parallèle existe aussi. Elle peut pas remplacer les légumes, je vois déjà venir, non, il va falloir en manger. Donc après, comme moi, si vous aimez pas trop les légumes, si vous avez la flemme de les cuisiner, personnellement j'ai opté pour tout ce qui est légumes crus, carottes, poivrons, et sinon, évidemment, on peut compenser en mangeant beaucoup de fruits. Étant donné qu'on est sportif, les effets du fructose sont un peu diminués. Mais sinon après, si vous avez pas la flemme de cuisiner des légumes, tout ce qui va être légumes verts, haricots verts, choux, ce que vous voulez, franchement, allez-y, faites-vous plaisir, c'est pour votre santé. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo ici. J'espère que j'ai réussi à vous retranscrire un tout petit peu toutes les méthodes que j'utilise pour récupérer au quotidien. Comme je l'ai dit en début de vidéo, tout ça, ça fait partie de mon quotidien de récupération, donc des choses que je fais extrêmement souvent. Évidemment, il existe des choses beaucoup plus complexes pour récupérer, la cryothérapie, le sauna, les bains froids, tout ça. Mais dans mon quotidien, je ne les utilise jamais. Et s'il n'y a qu'une seule règle importante en entraînement, et ça va aussi en récupération, c'est qu'il faut essayer de mettre des habitudes en place qui vont nous permettre de faire les choses souvent, sans contrainte, et donc qui nous permettent de tenir sur le long terme. Par exemple, je vous ai montré des étirements. Pour étirer les muscles, il en existe des dizaines d'autres d'étirements. Je vous ai laissé des pistes pour que vous aussi vous puissiez travailler sur qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien pour améliorer ma récupération. Est-ce que je peux jouer sur mon niveau de stress? Est-ce que je peux améliorer mon alimentation? Est-ce que je peux améliorer mon sommeil? Est-ce que je m'étire pas assez? Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces petites problématiques que j'ai essayé de soulever avec vous aujourd'hui.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. En attendant le prochain épisode, entraînez-vous bien, récupérez bien. À la prochaine.